INA Podcast. Monsieur Stubb! Oui, monsieur! Faites virer de bord par le vent devant et mettez le cap par 5/4 du vent. Oui, monsieur! La radiodiffusion télévision belge, 3e programme, et l'Office de radiodiffusion télévision française, France Culture, présentent en coproduction Moby Dick, d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot. Alain Cuny interprète le rôle d'Akab et Jean Levray celui d'Ismaël. Jean-Roger Cossimon, Gérard Darieux, Gérard Dournel, Julien Guillaumard, les 4 marins. Pierre Assau, Starbuck. Henri Poirier, Stubb. Jean Péméja, Flasque. Et tout l'équipage. La barre dessous! Les flineufs partout! Il les écoute de feu! Il faisait un temps merveilleux quand pour la première fois vint mon tour de vigie à la Grand-Hune. Sur la plupart des baleiniers américains, les vigies sont mises en place presque au moment même où le bateau quitte le port, malgré qu'il y ait peut-être 15 000 milles marins et davantage à naviguer avant d'en arriver enfin sur le terrain de chasse. Et si, après 3, 4 ou 5 années de voyage, vous voilà sur le point de toucher au port, tout plein d'huile, avec seulement peut-être un malheureux baril encore vide en tout et pour tout, eh bien, les vigies sont occupées jusqu'au bout et jusqu'à l'instant où les hautes voiles perdent leur liberté dans la forêt des mailles innombrables qui se balancent à Nantucket. Jusqu'à ce tout dernier instant, on ne perd pas l'espoir de prendre une dernière baleine. Pour finir. Est-il permis de mêler d'aucune manière les vigies de terre et celles de la mer? Là, on peut se référer à Obed Massey, le seul et unique historien de Nantucket. Le bon Obed Massey nous raconte qu'au tout début de la chasse à la baleine, les gens de l'île de Nantucket avaient dressé de grands mâts sur leur rivage, un peu semblables aux perchoirs dans les poulaillers, où montaient les guetteurs. Ce même moyen fut ensuite utilisé par les baleiniers de la Nouvelle-Zélande. Du perchoir, on avertissait les barques qui se tenaient près sur la plage, quand se levait à l'horizon un jet de baleine. Attention, mon Dieu! Aujourd'hui, la seule vigie à considérer est celle du baleinier en haute mer. Les 3 hunes sont occupées du lever au coucher du soleil sans interruption. De même qu'à la barre, les marins y vont chacun leur tour et la relève se fait toutes les 2 heures. Dans le climat magnifiquement heureux des tropiques, la hune est un endroit agréable à l'excès pour un homme rêveur et méditatif. C'est le paradis. Vous pouvez être là, à 100 pieds au-dessus des ponts devenus silencieux, et vous avancez seul à travers l'océan, comme si les mâts étaient de grandes échasses, alors qu'en dessous, entre vos jambes, nagent les plus gros monstres de la mer, exactement de la façon que jadis les bateaux naviguaient entre les bottes du très fameux colosse de Rhodes. Vous êtes perdu dans le mouvement infini de la mer, les vagues avec les vagues. Le navire roule dans l'indolence et l'extase, souffle somnolent des vents alizés. Tout pour dormir. Car la plupart du temps, dans votre vie de baleinier des mers tropicales, c'est un degré sublime, le contraire de l'histoire.
aucun événement. Rien n'arrive. Aucune nouvelle. Vous ne lisez pas de journaux, aucune feuille à sensation pour vous exciter de travers. Rien. Et pas d'ennui domestique, ni banqueroute, ni chute des valeurs. Et vous n'êtes jamais inquiet de savoir ce qu'il y aura au dîner, car vos repas de 3 années et plus sont sans problème entreposés dans la cale. Et le menu est fixé depuis le premier jour et ne changera pas. Pour ne pas manquer à vivre. Il faut déplorer que les têtes de mât des baleiniers des mers du Sud ne soient pas équipées de ces enviables petites tentes. On pourra encore dire chères, accurées, qu'on appelle nid-pie. On pourrait dire aussi corbeau. Qui protègent les hommes de vigie des baleiniers du Groenland des intempéries des mers glaciales. Dans son livre à lire au coin du feu, intitulé « Un voyage chez les icebergs en quête de la baleine du Groenland » et incidemment pour la redécouverte des colonies islandaises perdues du vieux Groenland. Dans cet admirable ouvrage, le capitaine Sleet nous donne tous les détails sur le nouveau nid-pie du glacier, comme s'appelait le bon bateau qu'il commandait alors. Il le nomme Le nid-pie de Sleet. De Sleet en l'honneur de soi-même, étant donné qu'il en était en effet l'inventeur original et patenté. Et libéré, quant à lui, de toute ridicule fausse modestie, considérant que nous appelons nos enfants de nos noms, nous, paternels inventeurs originaux et patentés, et devons baptiser pareil toute chose à quoi nous donnons le jour. Nid-pie de Sleet. Mais si nous autres, baleiniers des mers du Sud, nous ne sommes pas logés quand nous allons là-haut tout aussi gentiment que le capitaine Sleet et ses Groenlandais, ce désavantage est largement compensé par le bel avantage qu'il y a à se trouver dans l'espace serein de ces mers bien séduisantes, où nous sommes presque toujours. Pour ma part, j'avais l'habitude d'escalader le gréement sans me presser. Je m'arrêtais en route pour discuter un peu avec mon ami Quick-Egg ou un autre qui, n'ayant rien à faire, prenait le frais sur la plateforme de la Une. Ensuite, au moment d'enjamber distraitement la vergue du Grand Hunier, je jetai un premier regard sur les pâturages aquatiques. Enfin, j'atteignais ma destination ultime. Je dois dire franchement que je ne montais pas la garde d'une façon très correcte. Avec le problème de l'univers qui m'occupait l'esprit, et livré à moi seul, à bonne altitude pour spéculer. Comment aurais-je pu remplir mes obligations? Les 2 yeux ouverts et signaler tout ce qui se passe? Non. Jeune homme romantique. Moi. Bercé dans l'opium du vide. Dans ta rêverie inconsciente, ta jeunesse stupéfiée. La cadence des vagues se mêlait à celle de tes pensées. Et ainsi tu perdais le sens de ton identité. L'océan mystique à tes pieds. Tu le prenais pour l'image visible de l'âme, profonde et bleue, qui traverse l'homme et la nature indistinctement. Et toute chose étrange, à moitié vue, glissante et belle, qui t'échappait ainsi. Une nageoire qui paraissait, l'apparition partielle d'un corps indiscernable, était pour toi l'incarnation peut-être de ces pensées fragiles qui peuplent seulement l'âme, où elles ne font jamais que passer. Dans cet enchantement, l'esprit reflue vers d'où il vient. Il s'éparpille en même temps dans le temps et l'espace, à la façon des cendres de Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, hérétique brûlé vif, pour constituer à la fin un grain de sable sur chaque plage de ce monde. Flux de vie en toi maintenant. Sinon ce balancement, communiqué à toi par le roulis doucement du bateau,
ce mouvement que lui imprime la mer. La mer, ébranlée constamment par Dieu. Mais, tandis que ce sommeil et ce rêve t'habitent, remue un orteil, ou le plus petit doigt de ta main, laisse-toi aller un instant, et le sens de ton identité va te revenir dans l'horreur, car tu surplombais le vortex cartésien. Et peut-être à midi, au meilleur du beau temps, avec un cri étranglé, tu dégringoleras l'air transparent jusqu'à la mer d'été, pour n'en pas ressortir. Songez-y, panthéiste. Avez-vous remarqué, Flasque? Le poussin qui est en lui tape sur la coquille. Voyez-vous, monsieur Flasque, je n'avais jamais fait un rêve aussi peu normal. Vous connaissez la jambe d'ivoire du vieux? Bon. Eh bien, j'ai rêvé qu'il me bottait le cul avec. Et quand j'ai voulu lui renvoyer la balle, voyez-vous, mon petit homme, je vous jure sur mon âme que du coup, j'en ai perdu ma jambe. Comme ça. Et aussi vite, un cap est devenu une pyramide. Et moi, comme un pauvre con, je continue à cogner dessus. Sur la pyramide. Mais le plus étrange, monsieur Flasque, et vous savez comme les rêves sont étranges, le moins normal, c'est que tout en cognant dans ma rage, en même temps, figurez-vous, je pensais, oui, je pensais en moi-même. Et je me disais qu'après tout, ça n'était finalement pas très offensant, ce coup de pied d'Akab. Parce que je me disais, où est le mal? Ça n'est même pas une vraie jambe. La sienne, elle est artificielle. Et il y a une différence énorme entre un gnon vivant et un gnon mort. Et c'est même la raison pourquoi, monsieur Flasque, une gifle est 50 fois plus difficile à encaisser qu'un coup de canne. Un membre vivant, c'est ce qui fait l'offense vivante, mon petit homme. Et c'est ce que je me disais. Je pensais ça pendant ce temps, tandis que je me cognais les orteils sur cette sacrée pyramide. Ah. Donc c'était plein de contradictions, vous voyez, comme situation. Je vous le dis. Et je me disais toujours, mais qu'est-ce que c'est que cette jambe, hein? C'est une canne en ivoire, voilà. Je pensais ça. Mais c'est une bastonnade, voilà. Mais pour rire, c'est une os de balénade, et ce n'est pas méchant. Et puis pensais-je, regarde un peu, le bouc, ça, c'est vraiment un très petit bout. Au lieu que si c'était un coup de pied d'un fermier au grand pied, ça par le diable, ce serait une grande offense. Mais cette offense-là, elle aboutit à un petit point. Mais alors, monsieur Flasque, c'est à ce moment-là qu'arrive la grosse rigolade du rêve. Pendant que je cognais sur la pyramide, une espèce de vieil homme sirène, la chevelure en blaireau de coiffeur et avec une bosse dans le dos. Cet être-là me prit par les épaules et il me fit faire un demi-tour. Et il me dit, « Hé, qu'est-ce que vous faites ?» Oh là là, monsieur, là, alors là, j'avais peur. Quelle gueule! Mais je ne sais pas comment, l'instant d'après, j'avais dépassé la peur. Et je dis à la fin, ce que je fais. Et vous, qu'est-ce que c'est votre occupation? Et qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que je fais, mon cher monsieur Bossu? Est-ce que vous en voulez un?
Nom de Dieu, Flasque. J'avais pas plutôt dit ce que je vous ai dit, qu'il se retourne et me fait révérence à l'envers. Et il relève le rideau dalle qui faisait sa jupe. Et qu'est-ce que je vis? Ah, tonnerre de Dieu, monsieur Flasque. Il avait le cul hérissé d'épissoirs, toute pointe d'or. Je dis, et je revenais sur ce que j'avais dit, j'imagine que je vais pas vous taper dedans, mon vieux. Sage Stubb, dit-il. Sage Stubb. Et il disait encore, sage Stubb, sage Stubb, sage. Et il n'arrêtait. C'est-à-dire qu'il se bouffait les gencives sans arrêt, comme une sorcière au coin de son feu. Et moi, en voyant qu'il n'en finirait pas des Stubb, Stubb, sage, Stubb, sage, il me vint à l'esprit qu'aussi bien je pouvais me remettre à cogner dans la pyramide et ne pas m'arrêter, moi non plus. Mais pour ça, à peine je levai le pied qu'il gueula. Suffit! Alors, dis-je, s'agit de quoi maintenant, mon vieux? Voyez un peu, me dit-il. Parlons de l'offense. Le capitaine Achab vous a botté le cul. Il n'a pas. Oui, c'est ça, dis-je. C'est bien ça. Très bien, dit-il. Et avec sa jambe en ivoire, non? C'est ce qu'il a fait, dis-je. Bien, dit-il. Eh bien, sage Stubb, de quoi vous plaignez-vous? Est-ce qu'il ne l'a pas fait de grand cœur? Et pas avec une pauvre jambe de bois, n'est-ce pas? Parce que Stubb, sage Stubb, ce que vous avez reçu, c'est une correction de grand homme par le moyen d'une belle jambe d'ivoire. C'est un honneur, je considère ça comme un honneur. Dans la vieille Angleterre, les plus grands seigneurs adoraient être giflés par la reine, c'était la gloire la plus haute, et ils en devenaient chevaliers de l'ordre de la Jarretière. Alors, trouvez-y votre gloire, Stubb, du fait d'avoir reçu ça d'Achab, et que ça vous rende sage. Et rappelez-vous bien ce que je vous dis. Vous avez bénéficié du coup de pied d'Achab, et c'est un coup honorable, et ne pensez pas le lui rendre, n'y pensez pas, parce que ça ne vous servirait à rien. Sage Stubb. Et regardez cette pyramide. Sur ce, et tout d'un coup, je sais pas comment, d'une façon pas normale, il s'en alla en l'air à la nage. Je ronflais, je me retourne, et alors je suis dans mon hamac. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de mon rêve, monsieur Flasque? Je ne sais pas, monsieur Stubb. C'est un peu fantaisiste, peut-être. Starbuck! Tout le monde à l'arrière, faites! Mais comment, monsieur? L'ordre exceptionnel pour les circonstances extraordinaires. Envoyez tout le monde à l'arrière. Là-haut! Descendez! Démonstration de marche à pied, Flasque. Allez, vos marins, pressez-vous. Tout le monde à l'arrière. La police. Allons, descends. Tout le monde à l'arrière. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez une baleine? Bien. Après. Et sur quelle heure poussez-vous sur les rames? Nicolas!
Vous voyez cet or espagnol? Il brille dans le soleil. C'est une pièce de 16 $. Vous la voyez? Monsieur Starbuck. Oui, Donnez-moi ce maillet là-bas. oui, monsieur. Ma douce amie au maigret. Oula la la. Et que la baleine jolie. Celui parmi vous qui lèvera une baleine à la tête blanche, avec un front ridé et la mâchoire tordue. Celui parmi vous qui me lèvera cette baleine à la tête blanche, avec 3 trous creusés dans la queue à tribord. Vous voyez? Celui parmi vous qui lèvera cette baleine blanche, il aura cette pièce d'or par 100. Et je la cloue sur le mât en attendant. C'est dit! Une baleine blanche! Une baleine blanche! Crevez-vous les yeux dès que l'eau sera blanche et donnez le signal pour chaque bulle d'eau qu'on rencontrera. Capitaine Ahab! Capitaine Ahab! Cette baleine blanche, c'est la même, il se peut, que celle qu'on appelle Moby Dick! Tu connais? Tâche tes gants! Tâche! Tu connais Moby Dick? Monsieur, elle a la queue très drôle. On éventaille, monsieur, quand elle va plonger. Oh, c'est drôle. Le jet de la baleine blanche, capitaine. Il est épais, capitaine. Épais. Il est rapide, capitaine Ahab. Capitaine Ahab, capitaine. Oh, elle a 2, elle a 3 hauts, elle a beaucoup, elle a beaucoup de fer dans la peau. Capitaine Ahab, beaucoup de fer comme... En tire-bouchon! Ouais! Wiki! Dagou! Tâche tes gants! Ouais! Wiki! Ouais! Les lances et les harpons se sont tordus et recourbés et tire-bouchonnés dans sa peau! Ouais! Dagon! Le jet de Moby Dick est comme un tas de farine blanche! Comme la laine de Nantucket! Oui, tâche tes go, oui! Et sa queue, on dirait une voile fendue par la tempête! Enfin! Vous l'avez vu! Capitaine Ahab, j'ai entendu parler de Moby Dick. Est-ce que ce n'est pas Moby Dick qui vous a pris votre jambe? Qui t'a dit ça? Ouais! Starbuck! Ouais! Mes amis! Moby Dick! Qui m'a dématé! Moby Dick a fait ce magnon sur quoi je tiens debout! Oui! Cette maudite baleine blanche qui m'a rasé le membre! Elle! Qui a fait de moi un bancal pour toujours dans l'éternité! Oui! Et je l'aurai! Et je la chasserai autour du cap de Bonne-Espérance et autour du Cap Horn. Et dans le Maelstrom, Norvège, je
jusque dans les flammes de l'enfer, les gars. C'est pour ça que vous avez pris la mer, pour chasser cette baleine dans tous les coins du monde, jusqu'à ce qu'elle crache le sang noir et roule les nageoires en l'air. Et qu'est-ce que vous en dites? Dieu vous bénisse. Un œil aigu pour la baleine blanche! Une lance aiguë pour Moby Dick! Œil aigu pour la baleine blanche! Une lance aiguë pour Moby Dick! Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, capitaine Ahab! Attirez la grande mesure d'eau de vie. Quelle terre, Monsieur Starbuck. Vous ne voulez pas chasser la baleine blanche? Vous avez peur de Moby Dick? Non. Je n'ai pas peur de sa mâchoire tordue. Et je n'ai pas peur des mâchoires de la mort, capitaine Ahab. Si ça vient pendant notre travail. Je suis venu pour chasser la baleine, mais pas pour servir la vengeance de mon commandant. Combien de barriques d'huile pensez-vous retirer de votre vengeance si vous y arrivez, capitaine Ahab? Pas grand-chose sur le marché de Nantucket. Le marché de Nantucket. Mais viens plus près, Starbuck. Que je te dise à voix basse. Écoute. Si c'est à l'argent qu'il faut mesurer les choses, je te dis que ça me rapportera énormément, vois-tu. Et il se frappe la poitrine. Et ça sonne grand et cru. Ahab! Une vengeance contre une bête brute? Qu'est-ce que l'instinct d'une bête? Elle t'a frappé aveuglément. Folie. S'enrager sur une chose brute, capitaine Ahab. Ne croyez-vous pas que c'est un blasphème? Écoute encore. Que je te dise à voix basse. Tous les objets qu'on voit sont des masques en carton. Mais dans tout ce qui se passe, dans l'acte vivant, l'action incontestable, écoute, quelque chose d'inconnu. Quoi? Quelque chose qui résonne, se lève, sous les formes qu'on voit, derrière le masque muet. Si l'homme doit frapper, il frappe à travers le masque. Comment le prisonnier peut-il s'évader s'il ne perce pas le mur? Dis-moi. Et pour moi, cette bête, c'est le mur, vois-tu? Le mur, tout près. Et je le touche. Et quelquefois, oui, je pense, je crois qu'il n'y a rien derrière. Mais cela me suffit. Elle m'oblige. Elle me force à faire ce que je fais. De tout son poids, j'en suis sûr. Je vois en elle une force insupportable, avec une malice que je ne peux pas comprendre. C'est cette chose incompréhensible que je hais d'abord. Et que la baleine blanche ne soit rien dans tout ça, ou seulement l'agent ou le prétexte, ou qu'elle soit vraiment la chose elle-même, sur elle, et ou autrement, sur elle, dans tous les cas, je pencherai ma haine tout entière.
blasphème. S'il m'insultait, je frapperais le soleil. Pas tout ce que peut faire le soleil. Moi, je peux autre chose. Il y a toujours une règle dans toutes les parties. La jalousie préside à tout ce qui se fait. Mais même cette règle, je n'y obéis pas. Qui, au-dessus de moi, et quelle limite à la vérité, regarde, plus intolérable que les yeux brillants de malice du diable, il y a le regard fixe de l'idiot. Qui? Bien. Tu rougis et pâlis, et ma colère provoque ta colère. Mais Starbuck, ce que dit la colère n'est pas dit. Il y a des hommes de qui les trop fortes paroles sont moins qu'une injure. Je ne voulais pas te fâcher. Ce n'est rien. Mais regarde. Les peintures vivantes peintes par le soleil. Païen. Faux. Il ne pense à rien et il n'adore personne. Mais il vit. Il ne cherche pas et il ne donne aucun motif à leur pauvre vie brûlée. Regarde l'équipage, Starbuck. Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec Akkab? Pour la baleine, est-ce qu'ils ne sont pas tous d'accord avec moi? Hé, Starbuck, regarde, Stud. Il rit. Et regarde, là-bas, le chien. Il ronfle pour les pensées. Rien ne reste debout au milieu de la tempête, Starbuck. Et de quoi s'agit-il? Y songes-tu? Frapper une baleine, c'est simple. Mais pour toi, ce n'est rien. Et quoi d'autre? Sûrement, toi, la meilleure lance de Nantucket. Tu ne reculeras pas quand déjà tous mes marins ont pris leurs pierres à aiguiser. Ah! Tu es pris! Tu es pris! Starbuck! La vague te soulève! Mais parle! Tu es trop silent. Me dis oui! Dieu me garde. Et nous garde. Dieu me garde et nous garde. Tout à la joie de l'acquiescement tacite arraché souterrainement à Starbuck, Akkab n'entendit pas cette invocation pleine de pressentiments. Il n'entendit pas non plus le rire étouffé dans la cale, ni non plus ce que présageait le vent dans les gréements. Et il n'entendit pas encore le claquement creux des voiles sur les mâts, comme si elles défaillaient. Mais une fois de plus, les yeux de Starbuck se relevaient avec l'entêtement de la vie. En bas, le rire s'éteignit. Le vent souffla. Les voiles se gonflèrent. Le navire recommença à tanguer et rouler, comme avant.
Admonition et avertissement. Pourquoi cette fugacité? Mais vous êtes plutôt des présages, et vous ne parlez pas. Ombre. Et plutôt que des prédictions du dehors, vous êtes le signe de ce qui se passe au-dedans de nous, et a déjà passé. Et ce qui se passe là, à l'intérieur, n'a besoin d'aucun coup de pouce pour nous mener à toute extrémité. La mesure! Cria Akkab. Et recevant le pot d'étain plein à ras-bord, se tournant vers les harponneurs, il leur commanda de chercher leur fer. Alors les 3 hommes, avec leurs harpons devant lui, et à ses côtés, les 3 officiers avec leurs lances, et l'équipage en rond tout autour. Il regarda chacun tour à tour, et tous ses regards sauvages se fixèrent sur le sien, comme les yeux sanglants des loups de la prairie s'accordent aux yeux sanglants de celui qui les mène, quand à leur tête, il va s'élancer sur la trace du bison. « Buvez et faites passer !» cria Akkab. Et il tendit le lourd pot d'étain au marin le plus proche. « C'est aux hommes de boire, maintenant !» dit-il. « Et que ça fasse le tour. À petite gorgée et longue lampée, les hommes. Ça brûle comme le sabot de Satan. Allez! Et ça tourne comme il faut. Et ça descend en spirale. On dirait dans vos yeux des langues de serpent. C'est bien! Presque bu! Et passe-le-moi. Quel gouffre! Les hommes, vous êtes comme les années. Elles débordent de vie, puis il n'en reste plus. Et on recommence. Ensuite, Akkab ordonna aux 3 officiers de croiser leurs lances. Et il tenait les lances dans sa main. Et les regards de Stubb et de Flask l'évitèrent. Mais Starbuck dut baisser les yeux, et tous les 3, ils reconnurent la volonté qui les dominait. Ensuite, les 3 harponneurs durent présenter leur fer, la pointe en bas. Et Akkab remplit d'alcool brûlant les becs ainsi retournés des harpons que tenaient les 3 officiers. Starbuck pour Queequeg, Stubb pour Tashtego, le petit Flask pour Daggoo. Les gobelets d'acier, hauts, les dentelés furent levés. Et cependant, que tous autour criaient et maudissaient la baleine blanche, l'alcool fut sifflé et avalé d'un trait, simultanément, par Queequeg, Tashtego, Daggoo. Starbuck, à ce moment-là, pâlit, se détourna. Il frissonnait. Une fois encore, pour finir, le pot d'étain fut rempli et fit le tour de l'équipage frénétique. Puis, d'un signe de la main, Akkab nous renvoya. Et lui-même, il se retira dans la cabine. Moby Dick, d'Herman Melville. Adaptation de Jean Thibaudot. C'était le 4e épisode.